Mes chers collègues, mesdames et messieurs, je vous propose de démarrer nos travaux. Vous avez remarqué que nous arrivons à différer un peu, à reporter progressivement l'heure du Conseil, 17h, 17h30, 18h. Et je pense que nous passerons à 18h30 pour la prochaine réunion qui se déroulera dans le courant du mois de juin. Je vous propose que Madame Iris Berthomier puisse, si elle l'accepte, assurer et assumer le secrétariat de séance. Bien sûr, Monsieur le maire. Merci, Madame la conseillère déléguée. Vous avez reçu l'extrait des délibérations de la séance du conseil d'arrondissement du mardi 30 mars 2021. Je vous propose de les voter. Qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour. Je vous remercie. Nous avons adopté la procédure d'urgence. Donc, la procédure d'urgence, c'est parce que nous avons deux délibérations qui ont trait au centre Paris-Anime qui nous sont parvenues hors délai, mais compte tenu de leur intérêt, nous les avons inscrits, mais en procédure d'urgence. Donc, formellement, il faut qu'on adopte la procédure d'urgence. Donc, êtes-vous d'accord pour adopter cette procédure d'urgence? Murmure d'assentiment, je vous remercie. Nous entrons maintenant véritablement dans la séance du Conseil qui comporte un certain nombre de délibérations et qui comporte 25 points, avec notamment un certain nombre de vœux, une question orale, un vote global qui vous sera proposé pour les points 15 et 16, et pour les points 16, 17, excusez-moi, 16 et 17. Au titre du compte administratif, je vous propose d'élire comme président de séance, alors même si je vais rester dans un premier temps, mais au final, je sortirai de la salle au moment du vote. Je propose d'élire Madame Chantal Lambert-Buras qui va rapporter sur le compte administratif. Vous êtes d'accord? Je vous remercie et je lui donne tout de suite la parole. Mes chers collègues, Monsieur le maire, nous allons, comme il est régulièrement au sein de ces conseils, vous proposer d'approuver le compte administratif 2020. Ce compte, comme vous le savez tous, constate les dépenses et les recettes qui sont effectivement exécutées, et c'est là où effectivement cette année 2020 va poser quelques problèmes, exécutées par la mairie du 6e arrondissement, et il s'agit là de l'année 2020. Dans le rappel de la procédure, donc Monsieur le maire vous l'a rappelé, donc il y a l'élection du président, et puis ensuite on demandera au maire de bien vouloir sortir au moment du vote. Et dans un second temps, c'est le conseil d'arrondissement qui procède au vote du compte administratif. Bien évidemment, donc, le maire n'étant pas là, il est normal qu'il ne prenne pas part au vote. Alors, sur la présentation du compte administratif, comme vous le savez, il y a la dotation d'animation locale. Il y a ensuite, donc, qui prévoit tout ce qui est, donc, comme son nom l'indique, la vie locale, l'information, l'animation, les activités culturelles et des interventions motivées par les travaux d'urgence. Ensuite, il y a la dotation, la DGL, c'est la dotation qui correspond aux dépenses de fonctionnement des équipements de proximité, c'est-à-dire que gère la mairie d'arrondissement. Et puis ensuite, la section de fonctionnement qui, en fait, cumule et l'addition de la section du DAL et de la DGL. Pour ce qui concerne l'année 2020, les crédits ouverts, c'est-à-dire alloués suite au vote du budget primitif et supplémentaire, s'élevaient en 2020 à 373 951,25 €, un tout petit peu inférieur au crédit ouvert qui était en 2019, moins 5,37%. Et les crédits mandatés, c'est-à-dire qui ont donné lieu à paiement, ne sont élevés qu'à 235 308,34 €, c'est-à-dire 62,92%, en baisse donc de 13,34% par rapport à 2019. Et on imagine bien quelles sont les raisons qui ont donné lieu à ce déficit de réalisation
puisqu'on a vécu une année 2020 particulière pour chacun, compte tenu de tout ce qui a été lié à la pandémie. Les crédits engagés, c'est-à-dire qui ont donné lieu à commande, se sont élevés à 78,18%, c'est-à-dire 292 370,55 euros, en baisse par rapport à 2009, 13,85%. Et les crédits reportés, c'est-à-dire qui donneront lieu à report, comme son nom l'indique, s'élèvent à 138 642, donc sont des sommes importantes, plus importantes que d'habitude, dont 37,08% des crédits ouverts. Pour ce qui concerne la dotation de gestion locale, donc je répète que la DAL, c'était l'animation, l'information, la vie locale, la vie démocrate, la vie de la démocratie de proximité, etc. Quant à la DGL, elle correspond aux dépenses de fonctionnement des équipements de proximité, donc les groupes scolaires, les maternelles, les crèches, enfin bon, tout ce que vous connaissez bien, les équipements sportifs, etc. Donc les crédits votés s'élevaient en 2020 à 3 146 573 euros. Donc c'était en hausse de 15,37% par rapport à 2019. Donc c'était donc des belles perspectives, mais les crédits mandatés n'ont été que de 2 126 229 000, c'est-à-dire 67,57% en moins de ce qui était prévu. 28 894,40 de rattachement, c'est-à-dire des crédits ouverts, sur ces sommes-là. Les crédits engagés l'ont été qu'à hauteur de 2 407 704,83, soit encore que 76,52%. Ce qui implique que les crédits reportés sont extrêmement importants puisqu'ils s'élèvent à plus d'un, enfin 1 020 344 euros. Voilà. Donc ce sont des crédits qui n'ont pas pu être mandatés et donc des opérations qui n'ont pas pu être, enfin du fonctionnement qui n'a pas pu être payé. Sur la section de fonctionnement, je vais peut-être la sauter puisqu'il s'agit de la somme de la DGL et de la DAL. Quant aux dotations d'investissement, ces dotations sur lesquelles tirent d'ailleurs les conseils de quartier, qui n'ont de ce fait n'ont plus pu réaliser quoi que ce soit, les crédits ouverts s'élevaient à 289 729 euros, en baisse de 13,93%, et ils ont été mandatés qu'à hauteur de 37%. C'est-à-dire 108 282. Voilà, je parle pas de... Donc, de ce fait, là encore, les crédits reportés s'élèvent à 180 446,80 euros. Et en synthèse globale, les crédits ouverts, alors il s'agit d'addition, les crédits ouverts s'élevaient à 3 810 254, les mandatés 2 469 820. Donc en fait, ce qui est important, c'est de rester à réaliser ces 374 234 et de report libre 966 199,23 euros. Donc les crédits reportés feront l'objet d'une prochaine délibération lors du vote du budget supplémentaire en 2021. Voilà, donc il vous est demandé de bien vouloir délibérer. Sur le choix du président, c'est fait. Sur l'approbation du compte administratif, c'est ce que je vous propose. Vous avez la parole. Merci, monsieur le maire. Merci à chacun d'entre vous. Donc, j'attends que monsieur le maire veuille bien sortir. Si vous n'avez pas de questions, on peut voter. Qui ne prend pas part au vote? Qui vote contre? Qui vote pour? Qui s'abstient, pardon. Qui s'abstient? Qui vote pour? Votez à l'unanimité. Merci infiniment. On va peut-être demander au maire s'il veut bien entrer.
Merci pour l'adoption de ce compte administratif qui n'est que la traduction, effectivement, comme vous l'avez dit, Madame la Première Adjointe, de ce qui était mandaté. Et effectivement, la crise Covid nous a conduit et a conduit les services à différer un certain nombre d'opérations qui seront d'ailleurs réalisées cette année, nous l'espérons tous. Alors, je vais maintenant vous proposer de poursuivre nos travaux et je vais donner la parole à Iris Berthomier qui va rapporter sur l'association, notamment sur l'association Parcours Saint-Germain. Merci, Monsieur le maire. Alors, que je reprenne mes notes. Excusez-moi. Alors, créé il y a 20 ans, le Parcours Saint-Germain a pour objectif de réunir l'art contemporain, la mode et le design dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés. Le rendez-vous annuel prend la forme d'une promenade dans les lieux emblématiques de Saint-Germain, tous investis par des artistes de la scène contemporaine internationale. À l'occasion de ces 20 ans et dans le contexte de crise sanitaire, le Parcours Saint-Germain, qui aura lieu du 1er au 10 juin 2021, se réinvente et investit principalement l'espace public. Pour la première fois, en plus des œuvres d'artistes individuels, le parcours invitera des créateurs à présenter également des groupes shows éphémères autour du thème de la fête dans des lieux d'exception du quartier. Donc la subvention qui nous est proposée de voter en faveur de cette association et pour cette initiative autour de leur 20e édition et autour de ces groupes shows s'élève à la somme de 4 000 € et je vous propose de la voter favorablement. Monsieur Comet. Oui, merci Monsieur le maire. J'aurais voulu savoir comment cette association Parcours Saint-Germain s'insérait dans les différentes associations qui regroupent les galeries du 6e et s'il y avait ou non des relations. Je vais essayer de répondre puisque elle fête son 20e anniversaire. En réalité, c'est une initiative, je dirais individuelle, mais il n'y a que des initiatives individuelles. Le Festival Saint-Germain, qui a fêté également sa 20e édition, c'est parti d'une initiative individuelle. Donc là, c'est Madame Dalby qui, depuis 20 ans, en tant qu'ancienne de l'École des Beaux-Arts, ayant travaillé pour différentes grandes sociétés dans le domaine de l'art contemporain, a effectivement constitué une association que nous avons d'ailleurs aidée en lui permettant de bénéficier d'un local à la mairie du 6e arrondissement au 4e étage qui lui confère une sorte d'aide matérielle indiscutable, mais comme d'autres associations qui œuvrent sur le plan culturel ou sur le plan social au bénéfice du 6e arrondissement, je pense notamment d'ailleurs encore une fois au festival de jazz, et donc qui a initié des contacts. Alors pendant très longtemps, une des caractéristiques, c'était de travailler en liaison, d'insérer l'art dans les boutiques de mode. Il y a eu très longtemps des artistes qui étaient exposés dans les boutiques de mode. Et puis c'est une formule qui a un petit peu vieilli. Et maintenant, ils s'orientent plutôt vers de l'art contemporain à l'extérieur, sur un certain nombre de lieux emblématiques, place Saint-Germain, place Furstenberg. L'édition 2020 de mémoire n'a pas dû avoir lieu et là ils l'ont repoussé en 2021. Ils vont la réaliser en 2021 avec un certain nombre d'opérations d'ailleurs qu'on vous fera suivre, avec notamment un ou deux artistes qui vont notamment réaliser des collages éphémères sur des façades. Et d'ailleurs, Madame Dalby et son équipe est en lien avec le cabinet de Karine Roland. Et il y a 2 ou 3 murs qui ont été sélectionnés. Il y a sans doute quelque chose de très beau qui sera fait sur le mur Pignon de la Société de Géographie. Ça, c'est un immeuble privé qui appartient à la Société de Géographie, boulevard Saint-Germain, et ça sera très visible. Il est possible qu'il y ait quelque chose qui soit réalisé sur le mur Pignon de l'ancienne école à la SECPA, rue du Pont-de-Lodi.
Là, c'est plus confidentiel, mais c'est quand même bien situé, puisque la rue du Pont-de-Lodi est une belle rue. On se situera à côté de la nouvelle galerie de Kamel Menour, donc ça devrait attirer des regards. Ça devrait attirer des regards. Voilà. Mais après, oui, il y a des contacts avec des galeristes. Après, vous connaissez l'indépendance de chaque galeriste, la difficulté qu'on a quelquefois à les faire travailler ensemble, sauf quand il s'agit quelquefois de mouvements de défense, lorsqu'ils sont en difficulté. Ils ont donc apprécié le vœu que nous avions voté en conseil d'arrondissement, puis en conseil de Paris. Je vous propose de voter, mes chers collègues. Qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, Monsieur Passlec, qui vote contre, qui vote pour. Je vous remercie, adopté à la majorité. Nous continuons nos travaux et je vais donner la parole à Claude Rib qui va rapporter sur une subvention à verser à 3 associations, dont une est située dans le 6e arrondissement et qui œuvre en faveur de la littérature jeunesse. Oui, mesdames et messieurs, chers collègues, donc il s'agit de 3 subventions pour un montant global de 21 500 €, qui sont effectivement des associations qui œuvrent en faveur de la littérature jeunesse. Parmi ces associations, la plus importante en matière de subvention est une association qui, de mémoire, se trouve dans le 10e. Cette association qui donc porte le nom pour la plus importante, que je ne dise pas de bêtises, voilà, de 15 000 € donc pour l'association Lecture Jeunesse, domiciliée rue du Faubourg Saint-Denis. Pour la présentation de cette association, donc elle est tout à fait connue. Elle a été créée en 1974 et elle est soutenue par la ville de Paris depuis 1994. Elle est déclarée d'intérêt général et elle œuvre au développement de la lecture auprès des adolescents et des jeunes adultes. Ces actions concernent aussi les professionnels et les bénévoles et elle porte depuis 2017 l'Observatoire de la lecture des adolescents. Cette association donc a été conventionnée par l'Éducation nationale. Elle organise des formations, des journées d'études à Paris, en France et à l'étranger. Et elle a également mis en place des comités de jeunes critiques et elle anime tout un réseau d'échanges et de partage sur les pratiques professionnelles en direction des adolescents. Donc il s'agit de lui attribuer une subvention de 15 000 € et d'autoriser la maire de Paris à conventionner avec cette association. Il y a une deuxième association pour un montant plus modeste de 4 000 € qui est attribuée à une association qui s'appelle les Éditeurs Associés, qui est installée qui est domiciliée, elle, dans le 6e arrondissement. Et cette association a pour but de favoriser la collaboration entre de petites structures éditoriales, notamment en vue d'améliorer leur représentation. Enfin, une subvention de 2 500 € est prévue pour l'association La Charte des auteurs et des illustrateurs pour la jeunesse, qui est domiciliée dans le 14e à l'hôtel de Massa, qui est le lieu de résidence de la Société des auteurs bien connue. Donc je vous propose de voter favorablement pour aider à concurrence de 21 500 € ces 3 associations qui sont méritantes et qui font un bon travail en faveur de la littérature jeunesse. Merci mon cher collègue. Y a-t-il des demandes de prise de parole? Il n'y en a pas. Je vous propose de voter. Qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour. Adopté. Je vous remercie. Nous passons maintenant aux salles de cinéma, aux subventions et aux conventions à passer avec un certain nombre de cinémas d'art et d'essai qui font la richesse de Paris. Je donne la parole à Iris Berthemier. Merci, Monsieur le maire. Alors, quelques chiffres d'abord pour vous parler de ce projet de délibération. La subvention globale qui est proposée d'allouer
en soutien aux établissements cinématographiques s'élève à 884 000 €. Nous avons donc, la Ville de Paris a des conventions avec 29 sociétés cinématographiques qui gèrent à Paris 34 salles de cinéma indépendantes, dont 5 sont situées sur le 6e arrondissement. Donc, pour vous détailler un peu les choses, donc il s'agit de cinémas indépendants, classés indépendants, et qui sont classés art et essai principalement, situés sur les 4e, 5e, 6e, 8e, 9e, 10e, 11e, 13e, 14e, 15e, 16e, 17e, 18e arrondissement. Voilà. Les salles de cinéma indépendantes poursuivent depuis des années un travail important d'animation culturelle, ancré dans les quartiers, en direction de tous les publics. Un effort est fait vis-à-vis de la jeunesse également. Donc, ce sont des animations qui sont proposées aux jeunes. Donc, ce sont des films en version originale. Il y a des festivals, des programmations tout à fait particulières, des programmations également en faveur des établissements scolaires, d'associations. Donc, les salles indépendantes parisiennes ont été touchées évidemment par la crise sanitaire. La Ville de Paris leur a alloué un plan de soutien exceptionnel en 2020 qui s'élevait à 400 000 €. Voilà, pour faire face aux fermetures. Quoi vous dire d'autre? Donc, c'est un plan qui est annuel, qui a pour but de venir en soutien à ces cinémas et surtout qui permet à Paris de maintenir son positionnement exceptionnel à l'égard de l'exploitation cinématographique dans le monde. Donc, au niveau des montants des subventions, nous avons un montant de 28 000 € pour le cinéma Les Trois Luxembourg. Je ne vous cite que les cinémas situés dans le 6e arrondissement. Un montant de 75 000 € qui est attribué à une société anonyme qui gère 5 cinémas, dont l'Arlequin. Un montant de 22 000 € qui est attribué à la société qui gère le cinéma Saint-André-des-Arts. 35 000 € qui est attribué au Nouvel Odéon. 20 000 € qui est attribué au Christine Cinéma Club et 30 000 € qui est attribué au Lucernaire. Voilà pour les montants. Je vous propose d'adopter de voter ces subventions. Merci, chers collègues. Y a-t-il des demandes de prise de parole? Bon, c'est une subvention, c'est une délibération emblématique dans la mesure où demain, qui tombe bien, puisque demain, les cinémas vont retrouver enfin la capacité de rouvrir. Et on me dit même que certaines salles projetteraient des films dès 8h du matin demain, avec peut-être un petit cadeau. J'ai entendu Nathanaël Karmitz, qui est maintenant le directeur du réseau MK2, qui annonçait ça à la radio. Donc, si vous voulez, demain, alors vous me direz ce que vous avez comme petit cadeau. Il paraît que ça se mange, mais on peut pas manger pendant la séance, pour des raisons évidentes. Donc, il faudra ressortir pour manger avant ou manger après. Exactement. Bien, je vous propose de voter. Qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour. Je vous remercie pour tout cet écosystème cinématographique auquel nous sommes tous attachés. Alors maintenant, nous allons passer aux cours d'école, mais les cours d'école, c'est important puisque ce sont des enfants, ce sont ceux qui feront le monde de demain. Donc, je donne la parole à Ariel Boucan. Oui, bonsoir. Merci, monsieur le maire. Bonsoir. Donc, dans le cadre du projet de développement de la ville du quart d'heure, la maire de Paris souhaite permettre l'ouverture au public des cours d'école et de collège en dehors du temps scolaire et ainsi mettre à disposition des Parisiens de nouveaux lieux de convivialité et d'inclusion sociale à l'échelle du quartier. Ces cours, dont l'ouverture est prévue le samedi, deviennent un espace public supplémentaire pour venir jouer avec ses enfants dans un cadre sécurisé, mais aussi pour venir lire, faire du sport ou se reposer. 2 délibérations ont acté le principe de gratuité de l'occupation
en décembre 2020 et mars 2021 et approuvé le règlement intérieur pour ce qui est des horaires, des activités, de la propreté, de la sécurisation des lieux. Depuis le 23 janvier, une expérience est menée dans la cour de l'école primaire Littré. Un gardiennage et un nettoyage sont prévus par la ville de Paris. Une appropriation croissante de l'espace est constatée après un début un peu lent. Un appel à projet a même été lancé pour de l'animation organisée dans ces lieux. Le contexte sanitaire actuel nous incite également à accroître le nombre d'espaces publics en plein air afin de permettre aux Parisiens de pouvoir s'aérer. Le retour d'expérience positive de ces premières ouvertures et ces différents éléments nous incitent à accroître le nombre de cours ouvertes à partir du samedi 15 mai, donc de samedi dernier, et d'élargir d'ailleurs les horaires jusqu'à 19h. Je vous propose donc d'approuver l'amendement au règlement intérieur des cours d'école et de collège ouvertes permettant de pérenniser ce dispositif et d'élargir les horaires et la liste des cours concernés. Je vous remercie d'approuver cette délibération et avant cela, je voudrais quand même rajouter et vous donner les chiffres de samedi dernier. Samedi dernier, donc, nous avions 2 cours ouvertes. La cour de Littré, qui est ouverte depuis janvier et où il n'y avait par contre personne le matin et 7 personnes l'après-midi. Et la cour de Saint-Benoît, où il y a des animations à partir de 15h avec de la savate. Il y a eu 18 personnes le matin, où il n'y avait personne, et 47 l'après-midi, donc pour les cours de savate. Ça s'est passé dans le calme et ça s'est très bien déroulé. Il n'y a eu aucun problème. Donc voilà ce que je voulais rajouter. Et donc je vous demande d'approuver cette délibération. Chers collègues, donc à Saint-Benoît, il y avait 17 personnes le matin et il y en avait donc 48 l'après-midi. OK. Et apparemment, on avait un riverain qui était un peu inquiet sur l'impasse des Deux Anges, puisqu'il nous a bombardé de mails et apparemment, il a été satisfait. Il n'a pas encore participé au cours de savate, mais ça viendra peut-être. Mais il a participé, il a vu que ça se passait bien et qu'il n'y avait pas de bruit. Voilà. Voilà, très bien. Donc, je vous propose de voter. Qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour. Je vous remercie. Nous poursuivons nos travaux et je vais donner maintenant la parole à Florence de Vara qui va rapporter sur la DAZES 10. Monsieur le maire, chers collègues, nous sommes sollicités pour la subvention, pour le vote de subventions, conventions et avenants pour 9 associations accueil de jour parisiens à destination des personnes en situation d'exclusion situées sur plusieurs arrondissements. Pour le 6e arrondissement, il s'agit de l'association Louise et Rosalie, située rue de Sèvres, qui a ouvert un accueil de jour en novembre 2020 pour accueillir une trentaine de femmes par jour en situation de rue. L'association propose douches, laveries, casiers, coins cuisine, espace repos et d'autres services. Une trentaine de bénévoles et un travailleur social les y accueillent. Il nous est proposé donc de soutenir cette action à travers la reconduction pour 2021 d'une subvention de 25 000 € dans le cadre d'une convention annuelle. Pour l'ensemble des 9 associations situées sur plusieurs arrondissements de Paris, la subvention, elle, s'élève à 506 000 €. Compte tenu de l'importance et du sens de ces démarches, je vous invite à voter favorablement cette subvention au titre des exercices 2021 et suivants et d'autoriser la signature de conventions avec l'association Louise et Rosalie et 4 autres associations situées dans d'autres arrondissements. Je vous remercie. Merci, mes chers collègues. Y a-t-il des demandes de prise de parole ? Il n'y en a pas, donc je vous propose de voter la reconduction de cette subvention à Louise et Rosalie et plus généralement aux 8 autres associations. Qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour. Je vous remercie.
Maintenant, nous allons traiter respectivement de deux subventions à des associations sportives. Je donne la parole à Madame Beaucamp. Oui, merci Monsieur le maire. Donc, vous savez que les clubs et associations sportives sont des acteurs essentiels du quotidien des Parisiens et Parisiennes. La ville de Paris a développé une politique de partenariat avec plusieurs associations parisiennes majeures, concrétisée par la conclusion d'une convention pluriannuelle d'objectifs recensant les actions qu'elle entend soutenir par le biais d'une subvention. La reconduction de ces conventions pluriannuelles d'objectifs permet de renforcer qualitativement les liens de partenariat. L'engagement de la ville à soutenir les clubs et associations sur 3 ans constitue pour eux une garantie de pouvoir développer leurs projets sportifs et éducatifs, notamment en faveur des jeunes et du public féminin. Un suivi est établi afin de s'assurer de la réalisation des objectifs poursuivis. Une rencontre a lieu 1 fois par an avec l'association, la DJS et l'élu d'arrondissement. Ces clubs sportifs ont été particulièrement impactés avec la crise sanitaire, avec la fermeture des gymnases, des clubs et autres équipements sportifs décidés par le gouvernement. Ensuite, pour cause, la réouverture progressive et partielle compte tenu de la dynamique épidémique et des restrictions réglementaires. Malgré cela, la majorité des clubs subventionnés parisiens a pu respecter les engagements pris. La deuxième partie de la subvention concerne l'aide aux associations sportives d'intérêt local. Ici, on parle de l'association sportive Jacques Prévert et de l'association sportive du lycée Fénelon. On nous demande d'autoriser la signature de conventions pluriannuelles d'objectifs annexées au présent projet et d'approuver la répartition de subventions de 11 900 € aux 3 associations sportives suivantes. L'AS Pitréolier, connue sous le nom de PO, pour 10 500 €. C'est l'association qui a une convention d'objectifs avec la ville. L'association sportive Jacques Prévert pour 700 € et l'association sportive du lycée Fénelon pour un montant aussi de 700 €. Je vous demande donc d'approuver cette délibération pour permettre à ces associations de continuer. Je vous remercie. Bien, pas de demande d'intervention. Je vous propose de voter. Donc, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour. Je vous remercie. Je redonne la parole rapidement à Madame Beaucamp, Ariel. Oui, merci. Merci beaucoup. Donc ici, on va vous parler de la pratique du vélo qui, vous le savez, est de plus en plus présente dans la société actuelle, à la fois en tant que pratique sportive compétitive ou de loisir, mais aussi en tant que mode de déplacement urbain. Et là, en ce moment, je ne vous apprendrai rien. Le savoir rouler à vélo est un dispositif lancé en avril 2019 et concerne la généralisation de l'apprentissage du vélo pour les 6-11 ans d'ici 2022. Donc, le savoir rouler se déroule en 3 étapes: savoir pédaler, savoir circuler et savoir rouler à vélo. Ces apprentissages sont d'autant plus importants que les contraintes sanitaires que nous connaissons ont amené les Parisiens, évidemment, à circuler de manière massive à vélo. Le but de ces associations est de faire émerger une génération vélo. Nous sommes concernés dans le 6e par le Vélo Club Saint-Germain pour une somme de 1 500 €. Je vous demande donc de bien vouloir délibérer et d'approuver cette subvention. Je vous remercie. Mes chers collègues, y a-t-il des demandes de prise de parole? Il n'y en a pas. C'est une belle association, Vélo Club Saint-Germain. C'était créé il y a quelques années et en réalité, ce sont des jeunes qui font des compétitions sportives, qui font des compétitions, des courses de vélo en région parisienne et voire en province. Donc je vous propose de voter. Qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour, je vous remercie. Nous allons passer maintenant, nous allons nous élever un peu et grâce à la délibération DU 62, je donne la parole à
Chantal Lambert-Burras. Merci, monsieur le maire. Donc, il nous est toujours demandé de rapporter rapidement. Et je le comprends bien, mais je vais me permettre d'être un peu plus longue pour ce personnage emblématique du 6e arrondissement qui est Juliette Gréco. Donc, d'une même voix, la ville de Paris et la mairie du 6e ont émis le souhait d'honorer la mémoire de Juliette Gréco, dont on connaît tous les talents d'artiste, interprète et comédienne. Et il vous est aujourd'hui proposé de lui rendre hommage en attribuant son nom à l'emprise, devant l'église Saint-Germain-des-Prés, sur une emprise qui est définie entre l'église et la rue Bonaparte dans sa partie longue, et de la rue de l'Abbaye jusqu'à la crêperie sur sa partie courte. Maintenant, où le panneau sera-t-il posé? Ça, aujourd'hui, la délibération ne nous permet pas exactement de le savoir. Un petit rappel sur la vie de Juliette Gréco. Elle est née en février 1927 à Montpellier. Elle est confiée à sa sœur aînée Charlotte et à ses grands-parents maternels. Juliette Gréco passe, vous le savez, donc une grande partie de sa vie à Talence, où elle est élevée par ses grands-parents, et elle s'installe avec leur mère, tout au moins Juliette Gréco et Charlotte, sa sœur, s'installent avec leur mère à Paris, où Juliette Gréco entrera à l'école de danse de l'Opéra Garnier. Quand la guerre éclate, la famille trouve refuge en Dordogne. Sa mère rejoint la résistance en septembre 1943 et elle est arrêtée et amenée à la Gestapo de Périgueux à cette même date. Donc Juliette et sa sœur s'enfuient immédiatement à Paris en train, où elles semblent d'ailleurs être suivies, et à leur arrivée, elles sont arrêtées quelques jours plus tard par les Allemands, et elles sont interrogées dans les locaux de la Gestapo. Charlotte est torturée et sa petite sœur battue. Charlotte est déportée à Ravensbrück, où elle y retrouve d'ailleurs sa mère, et où elle se retrouve dans le même bloc que Simone Veil et que Yvonne de Gaulle d'ailleurs. Juliette, plus jeune, après avoir été donc battue par la Gestapo, trop jeune, est remise en liberté et se retrouve ainsi à Paris toute seule et sans ressources, alors que sa mère et sa sœur sont à Ravensbrück. C'est son ancienne professeure, la comédienne Hélène Duc, qui l'héberge près de Saint-Sulpice. En fait, cette Hélène Duc, la maman de Juliette Gréco avait demandé à Hélène Duc, s'il lui arrivait quelque chose, de s'occuper de sa fille. Donc elle l'héberge près de Saint-Sulpice, et elle va ainsi arpenter les rues de Saint-Germain-des-Prés en fréquentant de jeunes artistes et intellectuels du quartier, Jacques Prévert, Raymond Queneau, Boris Vian, Jean-Paul Sartre, et elle devient le symbole de l'esprit libre et bohème de Saint-Germain-des-Prés. Donc sa vie publique, tout au moins sa vie d'artiste, vous la connaissez. Elle joue dans Orphée de Jean Cocteau. Elle enregistre son premier album Je suis comme je suis de Jacques Prévert et Joseph Cosma. Elle chante Aznavour, Brassens, Trenet, Brel. Elle se rend à Hollywood, où elle joue quelques rôles avec Orson Welles. Puis de retour en France, elle interprète des chansons des nouveaux acteurs, Joli Môme de Léo Ferré. Ensuite, il n'y a plus d'après de Guy Béard, ou La Javanaise de Serge Gainsbourg. Et puis sa popularité grandit avec le rôle de Belphégor dans le feuilleton que les plus jeunes ne connaissent pas, que Belphégor ou le fantôme du Louvre en 67. Et elle crée une de ses chansons iconiques, Déshabillez-moi. En 82 paraît son autobiographie Jujube. Dans les années 2000, elle s'entoure de jeunes auteurs-compositeurs tels que Benjamin Biolay, Miossec, Armengo, Olivia Ruse, Abdel Malik pour concevoir des albums. Elle reçoit plusieurs récompenses pour l'ensemble de sa carrière, une victoire d'honneur aux victoires de la musique, de la médaille d'or de la SACEM 2009, elle est décorée de la grande médaille de vermeil de la ville de Paris en 2012. Elle décède en 2020 à Ramatuelle, dans le Var. Elle est inhumée aujourd'hui au cimetière de Montparnasse. Elle était également commandeur de la Légion d'honneur, grande officière de l'Ordre national du mérite et commandeur de l'Ordre des arts des lettres. Voilà. Donc la commission de dénomination des voies, espaces verts, équipements municipaux, etc. s'est réunie le 11 février 2021 et a donné un avis favorable sur ce projet de dénomination. Donc si vous en êtes d'accord, la dénomination Place Juliette Gréco sera attribuée à l'emprise située Place Saint-Germain-des-Prés, devant l'église, conformément au plan annexé, dont j'ai essayé de vous donner les limites. Voilà, donc je vous propose de bien en vouloir délibérer et de voter cette délibération. Merci à vous.
Merci infiniment. Y a-t-il des demandes de prise de parole? Il n'y en a pas, donc je vous propose de voter. Qui est pour? Je propose de passer directement au vote. Nous sommes tous unanimes pour saluer cette grande dame de Saint-Germain-des-Prés. Je vous remercie. Maintenant, nous allons repasser aux deux délibérations qui nous étaient parvenues et qui ont justifié la procédure d'urgence. Ces deux délibérations qui concernent les centres Paris à Nîmes et les conséquences, bien sûr, de la crise sanitaire sur le fonctionnement de ces centres. Donc, je vais redonner la parole à Ariel Bocan qui va synthétiser au maximum ces deux délibérations. Alors, merci Monsieur le maire. La ville de Paris est dotée de 50 centres Paris à Nîmes, dont la gestion est confiée dans le cadre de marchés publics à des associations d'éducation populaire. Les centres Paris à Nîmes ont directement subi les conséquences de la crise sanitaire et du confinement du printemps 2020 et sont restés fermés au public du 11 mars au 11 mai 2020. Les associations gestionnaires ont mobilisé les aides mises en place par l'État et une grande partie des 2000 salariés des associations gestionnaires ont été placés en chômage partiel. Suite au décret du 31 mai 2020, certains centres ont pu réouvrir et le décret du 14 juin 2020 a permis l'accueil du public usagé et autorisé la reprise des activités. Après la mise en place de protocoles sanitaires, les centres ont essayé de prolonger les activités régulières sur l'été pour rattraper les cours n'ayant pas pu avoir lieu pendant le confinement. Le centre Paris à Nîmes, par exemple, a organisé un stage d'une semaine, au mois de juillet, qui a représenté en nombre d'heures l'équivalent d'un trimestre de cours. Durant cette période, la ville de Paris a pris la décision de ne suspendre l'exécution des contrats conclus avec les concessionnaires, considérant qu'ils étaient indispensables, qu'ils poursuivent leur mission de veille bâtimentaire sur les équipements d'une part et de maintien du lien social auprès des usagers par tous les moyens innovants et dématérialisés possibles. C'est également la raison pour laquelle elle a décidé de poursuivre le versement de sa participation financière. À la fin du premier semestre 2020, les concessionnaires avaient donc, conformément à leur contrat, perçu 95% de cette participation. Dès avril 2020, un courrier précisant que les conséquences financières définitives de la suspension ou de la réduction des activités prévues contractuellement seront examinées ultérieurement au regard des économies et coûts générés par la gestion de cette période, en fin de période de confinement. Mais la fermeture des équipements au public n'avait pas impliqué l'arrêt de toutes les activités et passé cette première période de sidération, les gestionnaires des centres ont largement utilisé leur site internet et les réseaux sociaux pour communiquer avec leur public. Dès la fin avril, des activités à distance dématérialisées ont pu être organisées. Quelles que soient les situations, il subsiste l'existence d'un indu correspondant à l'écart entre le service délivré et les missions de service public confiées dans le cadre du contrat. Dès le mois de mai 2020, la DGS a envisagé la passation d'avenants et partagé avec les concessionnaires, c'est ce qui a marqué, permettant d'acter la mise en place d'activités alternatives et de prévoir les modalités de détermination et de reversement de l'indu à la ville de Paris. Ces échanges se sont déroulés sur plusieurs mois et une méthode de détermination de l'indu a été arrêtée. C'est ce qu'il y a marqué dans la délibération. Pour le 6e, nous parlons de l'avenant 2 qui concerne le centre Paris à Nîmes Richard White pour un montant d'indu de 78 852,30 € qui représente 9,5% de la participation de la ville pour 2019-2020. Il y a bien eu concertation entre la ville de Paris et les centres, mais aucune entente dans la négociation des indus. Plusieurs arrondissements notent le même problème. Le fait que les personnels ont été mobilisés pour apprendre de nouvelles compétences, la mise en place d'activités à distance, l'adoption de méthodes pédagogiques différentes, le développement de plateformes numériques n'a pas été ou pas assez été pris en compte. Il y a une vraie ambiguïté dans la délibération où on a l'impression que les deux parties se sont mises d'accord sur la méthode de calcul de l'indu,
Ce n'est pas le cas. Nous demandons donc la renégociation, ou plutôt une réelle négociation, de ces pourcentages indus. Dans ce contexte, je vous demanderai de me suivre et de voter contre cette délibération. Je vous remercie. Oui, il semble effectivement, pour appuyer la démonstration de Madame Boucan, il semble qu'il y ait eu, qui est d'ailleurs un mouvement général, si vous voulez, de contestation de ces fameux indus, contestation de la part des associations gestionnaires qui gèrent souvent les centres par délégation de services publics, mais qui là ont manifestement une difficulté dans le dialogue qu'ils ont avec la DGS. Alors c'est un vote. C'est un vote destiné à ce que se poursuive en quelque sorte le dialogue entre la DGS et ces associations, dans la mesure où, bien évidemment, c'est le Conseil de Paris qui aura le dernier mot, et on sait, bien évidemment, que là, actuellement, les ressources financières des collectivités sont atteintes. Donc, une logique que ces subventions et ces avenants soient calculés le plus près possible. Mais il serait dommage aussi, à contrario, que les associations gestionnaires de ces centres, qui sont des associations reconnues, qui le font depuis des décennies, soient mises en difficulté, ce qui pourrait ensuite altérer leur capacité à rebondir et à proposer des activités fortes, ou du moins pérennes, lors de la prochaine saison, puisque vous savez qui sera la saison 2021-2022, puisque vous savez que l'activité de ces centres est calquée sur l'année scolaire et universitaire. Voilà. Mais bien évidemment, si certains d'entre vous veulent intervenir, je leur donnerai bien volontiers la parole. Monsieur Cobet. Oui, merci, Monsieur le maire. Je ne comprends pas très bien, parce qu'en ayant lu les documents qui nous ont été envoyés, j'avais plutôt l'impression que la mairie de Paris avait continué à payer, ou avait payé 95% de ce qui avait été prévu, que les personnels ayant été mis en chômage technique ou en chômage partiel, ils avaient été en partie payés par l'État, et que donc ce que la mairie de Paris était en train de récupérer n'était ni plus ni moins que les salaires qui avaient été versés par l'État. Donc je ne vois pas où peut être le problème ou la difficulté. Et ce que vous évoquez de formation par ailleurs me semble pas du tout correspondre à ce qui est marqué dans le texte. Écoutez, pardon. Je redonne la parole à Ariel Bocan, oui. Nous, on a vu avec les centres, enfin moi j'ai vu avec les centres, on a vu, et par rapport au texte, dans le texte, on a l'impression qu'il y a un accord surtout entre les deux, et c'est ça que nous dénonçons. Nous dénonçons, je crois que c'est vraiment le pourcentage. Il n'y a pas de problème pour l'indu, il n'y a pas de problème pour dire que il y a eu effectivement ces salaires de versés, etc. Mais il n'y a pas eu de consensus entre la ville et ses associations et ses centres Paris Anime sur le pourcentage des indus. Et c'est ça qu'on comprend pas forcément quand on lit cette délibération. Et c'est là-dessus qu'on veut revenir. En réalité, je crois comprendre que, effectivement, il n'y a pas de difficulté en ce qui concerne les dépenses de personnel, mais il y a un dialogue. Il n'y a pas eu d'accord, il n'y a pas eu, et en tout cas pas suffisamment de dialogue sur les dépenses, les autres dépenses, les dépenses exceptionnelles, les dépenses de informatique, les dépenses qui ont été générées par le fait que un certain nombre de centres Paris Anime certes n'ont pas pu accueillir du public, mais on fait de la visio, on fait un certain nombre de choses, ont généré, si vous voulez, ils ont, pour continuer à exister, ce qui va dans le bon sens d'ailleurs, pour continuer à avoir un lien avec leurs adhérents, on fait un certain nombre d'actions qui ont généré des dépenses annexes. Donc c'est vraiment un problème de dialogue. C'est vraiment un problème de dialogue, et puis ensuite peut-être d'arbitrage financier. Voilà. Oui, on veut. Ce qui mais se on passe, comprendra très bien que vous votiez, qu'on ait des votes différents oui. sur cette délibération. 9,5%, c'est beaucoup, en voilà. fait. C'est ça. Monsieur Pastelec veut intervenir. Oui, pour répondre à la fois à François Comet et puis enchaîner sur ce que vous avez dit. Nous sommes là dans un domaine, vous savez, très sensible, qui est celui des contrats administratifs. Et moi, je pense qu'on sait, par la jurisprudence du Conseil d'État,
que le juge administratif est toujours plus vigilant sur les intérêts du concessionnaire que du concédant. Donc je conseillerais effectivement à la ville de reprendre les négociations avec les différents centres pour arriver à un accord. Car vous le savez très bien, un bon accord vaut mieux qu'un mauvais procès. Surtout que la justice peut être lente, mais je n'en dirai pas plus parce que nous avons une membre éminente de cette profession parmi nous. Bien, je vous propose de voter. Alors, qui ne prend pas part au vote? Vous avez le droit de ne pas prendre part au vote. Vous pouvez vous abstenir aussi. Voilà, abstention, Madame Kiss. Vous pouvez voter contre, donc on va faire, et vous pouvez voter pour également. Est-ce que ça, la délibération n'est pas adoptée? Est-ce que vous avez tous les votes, Monsieur Ewal? Parfait. Alors là, vous allez très rapidement nous proposer de voter pour la délibération 15. Alors, on va à l'essentiel. Alors, les centres Paris-Anime, vous le savez, proposent aux usagers des activités variées. La plupart sont soumis à tarification pour couvrir généralement les séances d'activités hebdomadaires avec un abonnement annuel. La crise sanitaire a fortement perturbé le fonctionnement des centres et la plupart des activités physiques et sportives adultes n'ont pas eu lieu depuis le 26 septembre et depuis le 29 octobre pour les mineurs. Le couvre-feu du 17 octobre ayant encore compliqué la donne. Toutes ces conditions amènent à proposer des dispositions spécifiques et exceptionnelles pour la saison 2021-2022. Ainsi, les usagers inscrits cette année à l'activité bénéficieront de la possibilité de poursuivre ladite activité l'année prochaine au prorata du nombre de séances dont ils n'ont pas pu bénéficier cette année. Ils pourront aussi choisir une autre discipline dans les mêmes conditions. Et enfin, ils pourront aussi obtenir un avoir s'ils souhaitent se réinscrire pour l'année entière. Et le transfert d'avoir sera possible entre membres d'une même famille. Un remboursement pourra avoir lieu en cas de déménagement, de problème médical, de perte d'emploi ou si le gestionnaire, évidemment, ne propose plus l'activité. L'intérêt de l'usager pour les centres Paris-Anime sera ainsi préservé. Je vous demande d'approuver cette délibération qui va dans le sens de l'usager. Je vous remercie. Bon, on est d'accord. Donc, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour, je vous remercie. Nous retrouvons l'unanimité. Je vous propose également d'adopter dans un vote global les deux autres délibérations, celle qui a trait aux subventions à verser à un certain nombre de collèges parisiens. Le collège Jacques Prévert est concerné pour quelques milliers d'euros pour des achats de matières. Et puis une délibération très technique qui concerne la société Logiciamp, une garantie à hauteur de 50% d'un emprunt. Donc, vote global, je vous remercie. Nous passons maintenant aux vœux et questions orales. Et nous avons le premier vœu qui a été déposé par Madame Antoinette Kiss relatif à la végétalisation des... Monsieur Comet, je vous en prie. Oui, je voulais, puisque nous avons adopté le point 17 et les pieds d'immeuble, faire remarquer que le programme par lequel nous sommes concernés pour les pieds d'immeuble est un immeuble qui est situé 22-24 rue de Nevers et que les boutiques qui se trouvent au rez-de-chaussée, puisqu'on va refaire les pieds d'immeuble, une de ces boutiques serait, sous réserve de plus ample informé, particulièrement adaptée pour faire une bagagerie solidaire. Pourquoi pas? Après, il faudra bien la faire, adopter par les riverains. Mais si c'est géré de façon professionnelle, pourquoi pas? Merci, monsieur le conseiller. Donc, nous passons aux vœux. Le premier vœu a été déposé par Madame Kiss sur la végétalisation des pieds d'arbres. Est-ce que vous voulez, votre vœu est très complet. Est-ce que vous voulez en redire deux, représenter, comme vous voulez, comme vous le souhaitez? Oui, en fait, donc c'est vraiment un vœu
pour la santé des arbres et l'esthétique en même temps. On sait que les arbres à Paris sont fragilisés par beaucoup de choses, à la fois le dérèglement climatique, on a de plus en plus de canicules ces dernières années, donc ça fragilise les arbres, mais aussi les travaux. On sait que les travaux fragilisent les racines, contribuent à les abîmer, et un sol stabilisé est aussi beaucoup moins bon pour les arbres, donc c'est pour préserver d'une part la santé des arbres et également préserver l'esthétique, enfin avoir des pratiques plus homogènes au niveau des pieds d'arbres, et pourquoi pas par exemple soit avoir de la pleine terre, soit avoir des grilles d'arbres qui sont la solution classique qui permettent à l'herbe de pousser malgré tout. Voilà, c'est contre le stabiliser en fait et pour la santé des arbres. Je vous remercie. La parole à Chantal Lambert-Burins qui va vous répondre. Ma chère collègue, donc vous avez déposé ce vœu relatif à la végétalisation des pieds d'arbres à Paris et plus particulièrement dans le 6e arrondissement. Et dans les considérants de vœux, vous évoquez les différentes pratiques qui ont été mises en œuvre ces dernières années à Paris et les polémiques qui naissent aujourd'hui en raison de la dégradation générale de l'espace public parisien, et on peut qu'en convenir. Si nous partageons votre avis sur la nécessité d'entretenir et de protéger nos arbres, les arbres de nos rues, convenons que les autorisations de végétalisation des pieds d'arbres par la mairie de Paris ont conduit cette dernière à se défausser sur les riverains et à abandonner ainsi ses prérogatives en matière d'entretien de l'espace public, avec les résultats que l'on connaît et que vous déplorez, des pratiques disparates qui nuisent à l'esthétique et à la bonne santé des arbres, pour reprendre vos propres termes, et on ne peut que partager votre avis. Vous pointez également l'enlèvement des grilles d'arbres, mais là, sachez que c'est à la demande de la préfecture de police, après les violentes manifestations de 2016 contre la loi El Khomri, que les grilles d'arbres ont été systématiquement retirées sur les boulevards Raspail, Saint-Germain-des-Prés, Saint-Michel et Montparnasse, et on imagine bien pourquoi. Enfin, sur la mise en place de sols de type stabilisé et plus généralement de l'incohérence en la matière, je vous invite à faire remonter ces remarques on ne peut plus judicieuses à travers le groupe Écologie Les Verts au Conseil de Paris, particulièrement concerné par ces questions. Compte tenu de ces éléments, ma chère collègue, je vous propose de bien vouloir retirer votre vœu, faute de quoi nous nous trouverions dans l'obligation de voter contre. Voilà. Donc je vous propose de le retirer, puisque effectivement, ce sont des prérogatives de la ville de Paris, et la ville de Paris s'est défaussée, et donc c'est peut-être pas le lieu, effectivement, d'adopter ce vœu. Mais je pense que le conseil d'arrondissement a son mot à dire sur le sujet, peut évoquer un choix, décider, voilà, peut... Je pense qu'il serait plus logique que votre groupe... au niveau de l'arrondissement, que votre groupe fasse des propositions, et si ces propositions effectivement agréées, à ce moment-là, nous les voterions bien volontiers. Mais au niveau de l'arrondissement, je pense qu'on peut quand même faire un souhait. Au niveau de l'arrondissement, si vous voulez, la préfecture de police, on a énormément de pieds d'arbres sur les grands axes, comme vous l'a dit Chantal Lambert-Burins, Montparnasse, Raspail, Saint-Michel, qui sont traversés par des manifestations sur lesquelles il y aurait beaucoup de choses à dire. Malheureusement, si vous voulez, on a vu au cours des dernières années, pas depuis 2 ans, mais depuis 2014-2015 et même avant d'ailleurs, ces manifestations devenir de plus en plus violentes. Et les pieds d'arbres, les grilles métalliques que vous proposez servaient de projectiles. C'est la raison pour laquelle ces grilles d'arbres ont été retirées, pour des raisons d'ordre public. Si un jour, effectivement, on légifère ou les manifestations sont gérées autrement qu'elles le sont actuellement, je dirais, actuellement pour des raisons diverses qui sont supérieures, effectivement, au 6e arrondissement, pour des raisons, parce que on reconnaît et on utilise, à mon avis, abusivement le droit constitutionnel de manifester, mais ça c'est un autre sujet. Eh bien, on verra si un jour on pourrait remettre des grilles d'arbres. Mais pour le moment, je crois qu'il n'en est pas du tout question. On a plutôt engagé un assez gros travail qui consiste à mettre effectivement du stabilisé. Et j'ai vu effectivement que vous contestiez effectivement ce système. Pardonnez-moi, en tout cas, ce stabilisé, ça a été promu par l'ADEF pendant des années, sous l'autorité d'ailleurs d'adjoint au maire, Madame Comitès,
qui appartenait à la majorité municipale. Il y a eu beaucoup d'argent de dépensé. Après, il y a les pieds d'arbres qui font l'objet de permis de végétalisation. Pourquoi pas? Nous en avons un certain nombre, mais vous savez très bien également qu'il y a une polémique à ce sujet, parce qu'il arrive que ces permis de végétalisation, dans un certain nombre de cas, soient réussis, soient suivis d'effets. Et puis, pour d'autres, il y a aussi des gens qui s'étaient engagés à végétaliser et à entretenir des pieds d'arbres et qui ne le font plus. Et la crise a accentué le phénomène. D'ailleurs, je vous ferai distribuer à tous, il y a une double page qui est parue dans le Parisien très récemment, qui posait bien les limites du projet. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, actuellement, sauf à vouloir dépenser, à remettre en cause ce qui a été fait, et je trouve, regardez les pieds d'arbres dans le 6e arrondissement, ils se comparent très avantageusement à d'autres pieds d'arbres situés dans le reste de la capitale. Je pense que pour le moment, conservons, donnons-nous le temps de réfléchir, regardons ce qui peut être fait, donnons à la nouvelle directrice de la DEV, Madame Salov-Coste, et au maire adjoint chargé des espaces verts, le temps de réfléchir et de voir si effectivement, à défaut d'harmoniser les pratiques, on peut peut-être définir dans certains quartiers ou sur certains axes des pratiques, je dirais, des pratiques vertueuses. Mais il fallait aussi aménager les pieds d'arbres parce que des pieds d'arbres, effectivement, sans grille, je le reconnais, pouvaient devenir dangereux, la terre pouvait se tasser, des flaques d'eau pouvaient intervenir, et c'était dans un certain nombre de cas particulièrement dangereux. C'est pour ça que nous avons aménagé beaucoup de pieds d'arbres sur le boulevard Saint-Germain et le boulevard Saint-Michel, en plein accord avec la ville, en plein accord avec la ville. Alors après, on peut toujours tout contester, on peut toujours tout remettre en cause. Il est vrai que les pratiques évoluent, je suis d'accord. Et je pense également, là où vous avez raison, c'est qu'il y a beaucoup d'arbres d'alignement qui ont souffert au cours des dernières années, mais ils ont souffert aussi bien d'opérations publiques que de champignons, de parasites et de différentes choses. Donc il faut essayer, on note votre sujet. C'est vrai que c'est un point délicat, mais je pense que dans l'état actuel des choses, on ne peut pas voter ce vœu. Mais on va voter, je veux dire, on va vous proposer de voter le vœu sur les terrasses éphémères, qui n'a pas du tout le même objet, mais vous voyez, pour vous donner une satisfaction. Donc, je vous propose de mettre ce vœu au vote. Donc, qui ne prend pas part au vote? Qui s'abstient? Monsieur Flaubert. Qui vote? Non, vous voulez le soumettre au... Pardon, excusez-moi. On le soumet au vote? Oui, vous préférez, c'est bien ce que je pensais. Non. Donc, qui ne... Alors, attendez, vous m'avez... Qui ne prend pas part au vote? Qui s'abstient? Monsieur Flaubert, Monsieur Passlec. Qui vote contre? Moi, je vote contre sur la de première adjointe. Qui vote pour? Ça vous va, Monsieur Riwal? Vous avez le décompte. 3 votes pour, 2 abstentions. Et ça fait donc le reste en vote contre. Nous continuons l'examen des vœux. Madame Kiss a présenté un deuxième vœu sur les terrasses éphémères et je vous propose de le voter favorablement. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, Madame Kiss? Juste dire que c'est pas du tout un vœu qui est contre les terrasses éphémères en l'état actuel des choses. C'est un vœu qui dit 3 choses, qui dit actuellement, vu le contexte sanitaire, il faut prolonger les terrasses éphémères. Cependant, il faut qu'il y ait plus de transparence pour les riverains et aussi pour la collectivité au niveau des chiffres des interventions. Je cite juste un exemple. Il y a 2 mois, j'ai fait une question écrite sur le 6e, sur les interventions de la DPSP, sur les chiffres des signalements des riverains. Je n'ai jamais eu de réponse. Monsieur le maire, vous avez relancé ma question auprès des services de la ville. Il n'y a pas eu, à ma connaissance, de réponse non plus. Et je trouve que c'est caractéristique d'un manque de transparence que je déplore. Et
et voilà, et qui est néfaste aussi pour les cafetiers et les personnes des terrasses qui font bien leur boulot, parce que du coup, il y a une sorte d'opacité, on ne sait pas où on en est, et ça, à mon avis, c'est tout à fait déplorable. Donc voilà. Troisièmement, au niveau de la pérennisation éventuelle des terrasses, je pense que ça ne doit pas se faire en douce, entre guillemets, que c'est un espace public, et donc que les riverains ont le droit de dire ce qu'ils veulent faire de cet espace public. C'est un espace public qui est au service de tous et qui ne peut pas être privatisé de façon systématique pour quelques-uns. Voilà. Merci. Je trouve, si on vous propose de le voter, c'est que votre vœu est équilibré. Après, la seule bémol que je mettrais, c'est sur la dernière partie de votre intervention, puisque vous avez raison, il faut un équilibre en tout. Après, on sort d'une période exceptionnelle. On est soumis aux contraintes sanitaires qui prévoient des jauges progressives en fonction du temps. Et c'est vrai que dans ce contexte-là, les terrasses sont une bouffée d'oxygène pour des établissements qui ont quelquefois des salles limitées et qui surtout doivent servir avec des jauges limitées. Après, là où je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est que pour ne pas susciter l'ire des riverains, il faudra des habitants, des personnes qui télétravaillent, il faudra que ça soit géré de façon intelligente. Alors, et quant à la DPSP, effectivement, donc d'ailleurs la mairie de Paris a donné des instructions excessivement fermes. Il y a une nouvelle charte qui est en préparation. Je pense que ça devrait aller dans le bon sens. Après, on n'a jamais assez de retours, mais c'est aussi difficile quelquefois. Il y a des signalements, il y a des informations qui sont données par les inspecteurs de la DPSP. C'est difficile quelquefois d'avoir des retours immédiats. Vous voyez, parce qu'il y a beaucoup de go-between, il y a beaucoup de, sauf effectivement ensuite avoir les sanctions qui peuvent être effectivement et contraventions qui peuvent être éventuellement délivrées. Après s'opposera la question de la pérennisation de ces terrasses cet hiver et puis éventuellement de leur retour l'année prochaine. Ça, on aura le temps d'en débattre. On aura le temps d'en débattre et je crois que d'ailleurs on en débattra quant à notamment leur tarification éventuelle lors de la prochaine séance du Conseil de Paris. Donc je vous propose de voter, mes chers collègues. Qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour, je vous remercie. Nous vote, donc ce vœu est adopté à l'unanimité. Nous continuons l'examen des vœux et donc Madame Hervieux et Monsieur Comet ont déposé un vœu pour rendre un hommage public à Anna Karina. Je donne la parole à Monsieur Claude Ribes qui va indiquer la position de la majorité. Oui, Anna Karina, comme d'autres, font partie de ces personnes qui incarnent merveilleusement le quartier qu'on est fiers d'habiter. Je pense à Catherine Deneuve, je pense à Jane Birkin, à Vincent Lindon, à Jean-Pierre Léaud, enfin toutes ces personnes vivantes. Bon, Anna Karina nous a quittés il y a 3 ans. Au-delà de sa gentillesse, du fait que, comme il est dit dans le vœu, qu'elle était extrêmement et facilement abordable, c'est quand même une très grande figure du cinéma. Je pense, moi, à mon film préféré qui est Vivre sa vie, où elle joue, comme dans tous les autres films d'ailleurs, le rôle d'une femme libre, en l'occurrence une jeune vendeuse qui vend son corps mais qui ne vend pas son âme. Et je pense en particulier à une scène tout à fait mémorable où elle discute dans un café, que je n'ai pas identifié, mais qui est probablement un café du quartier, avec le philosophe Brice Parrain. Donc il y a un échange entre la vendeuse prostituée et le philosophe qui est probablement un des plus grands moments du cinéma français. Mais elle a joué aussi dans d'autres films, et en particulier dans un film qui donnerait, à mon avis, tout son sens, s'il devait y en avoir qu'un, à ce vœu. Je pense à la religieuse de Diderot. Et sachant que l'immeuble où vivait Anna Karina est au 156 boulevard Saint-Germain, pas très loin, je crois, de la brasserie Wagenande, sachant que de l'autre côté du boulevard, on a Diderot qui tient sa plume et qui fait en quelque sorte pendant à l'immeuble d'Anna Karina, sachant que Anna Karina a été au cinéma une des meilleures interprètes de Diderot. Je pense que ça aurait beaucoup de sens
et que ça permettrait aussi de dégayer la façade qui est pas très jolie, donc avec une belle plaque, sous réserve bien sûr de l'accord des propriétaires, parce que nous avons un cas où les copropriétaires sont pas d'accord, mais là je suis sûr que les copropriétaires ou propriétaires de l'immeuble sont absolument ravis de rendre cet hommage comme nous. C'est pourquoi je vous invite, mes chers collègues, à voter très favorablement à ce vœu. Merci, cher Claude Rib, pour cette très belle évocation d'Anna Karina. Je vous propose de voter, mes chers collègues, en remerciant Madame Hervieux, je vous en prie. Oui, merci beaucoup, Monsieur le maire. Merci beaucoup, chers collègues. Effectivement, je m'inscris tout à fait dans ce que vous venez de préciser concernant la carrière exceptionnelle d'Anna Karina, véritable icône de la nouvelle vague, et simplement compléter en disant que ce vœu, c'est aussi une ambition qui est portée par la mairie de Paris de féminisation aussi de l'espace public parisien, d'hommages qui rendent la visibilité à des femmes qui ont participé au rayonnement de notre ville et qui ont été engagées vraiment au service du rayonnement de Paris. Donc ça, c'est une ambition qui est effectivement portée par la maire de Paris et par son adjointe, Laurence Patrice, que je salue ici, qui est chargée de la mémoire et du monde combattant. Voilà, donc je vous remercie en effet de voter favorablement Absolument. Pour ce vœu. Et qui m'avait d'ailleurs parlé de l'admiration qu'elle portait à Anna Karina. Donc je crois que ça fera en plus plaisir à Madame Patrice qui, si nous votons à l'unanimité sur l'excellent rapport de Claude Rib. Voilà. Donc, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour, je vous remercie. Ce vœu est adopté à l'unanimité. Alors, nous avons ensuite un vœu déposé par Madame Hervieux et Monsieur Comet, relatif à la création d'une rue aux écoles dans le 6e arrondissement. Bon, c'est très explicite. Je vous propose peut-être de donner la parole à Madame Bocan qui va vous répondre, et puis ensuite vous reprendrez éventuellement la parole. Réponse à votre vœu, Céline Hervieux et François Comet, relatif à la création d'une rue aux écoles dans le 6e arrondissement. Je tiens à vous préciser que la mairie du 6e a bien proposé depuis plusieurs mois que la rue Littré, qui habite une école élémentaire de 13 classes et une école maternelle de 8 classes, soit plus de 500 enfants, soit retenue au titre de ce programme. J'ajoute que la rue Littré fera l'objet d'un aménagement spécifique à définir et est située à côté de l'opération dite de la visitation qui, à terme, à travers un passage végétalisé, donnera la possibilité de passer dans la journée entre la rue de Vaugirard et la rue du Cherche-Midi. S'agissant de la rue Saint-Benoît, elle reste un axe nécessaire et une voie pompier indispensable pour desservir le collège et le groupe scolaire qui s'y trouve, ainsi que le grand immeuble de la Société de géographie qui abrite de nombreuses manifestations. La rue Saint-Benoît bénéficie d'un trottoir élargi sur 30 mètres devant les 3 établissements scolaires et fera l'objet d'une végétalisation partielle du trottoir, comme nous l'avons souhaité avec Chantal Lambert-Burins. Tous ces éléments de réponse que nous souhaitions vous communiquer en réponse à votre vœu font que je vous propose de le retirer. Je vous remercie. Alors, oui, si je peux répondre simplement, je n'avais pas connaissance de cette proposition de la mairie du 6e sur la rue de Littré, parce que j'ai eu connaissance donc de l'ensemble des rues aux écoles qui doivent émaner des mairies d'arrondissement. En l'occurrence, il n'y avait aucun projet qui avait été proposé par le 6e arrondissement, à ma connaissance. En tout cas, il y a 3 semaines de ça environ. En tout cas, les cabinets en question, donc des espaces verts de Jacques Baudrier sur l'aménagement urbain, n'étaient pas informés de cette proposition sur la rue Littré. Par ailleurs, sur la rue de Littré, nous sommes tout à fait enclins à accepter cette proposition d'une rue aux écoles sur la rue Littré. Je pense que ça aurait effectivement du sens. Par contre, il me semble qu'elle n'est pas plantable en pleine terre, la rue Littré, contrairement à la rue Saint-Benoît. Et c'est vrai que les rues aux écoles, elles ont pour objectif aussi de végétaliser au maximum les rues pour que ce soit un espace végétalisé, apaisé, avec une circulation réduite. Et la circulation sur la rue Littré nous apparaissait plus importante que sur la rue Saint-Benoît. Mais si vous avez fait une analyse contraire, je pense qu'on peut tout à fait l'entendre. En fait, notre idée, c'est effectivement qu'il y ait une rue aux écoles dans le 6e, et dans les projets qui ont été évoqués par les différents cabinets de la ville, le 6e n'apparaissait pas.
Donc, Oui, mais là, il y a un petit problème de coordination, je pense, parce que on l'avait quand même identifié. Hein, on l'avait identifié, et c'est vrai que la rue Littré actuellement, elle va même cumuler 3 programmes, cours école, mais ça vous le savez, rue aux écoles et également territoire. On va tester le territoire zéro déchet sur cette rue-là. Mais je pense que, je sais pas, ça a dû échapper à certaines personnes, car on l'a quand même signalé assez fortement, avec d'ailleurs la capacité ensuite de joindre le fait que là soit une rue aux écoles avec le futur opération de la visitation, qui peut-être permettra d'ailleurs ensuite dans le jardin, il y aura peut-être une ouverture de ce jardin potentiel au public. Voilà. Mais comme vous l'a très bien dit Ariel Bocan, sur la rue Saint-Benoît, on va essayer aussi un peu de végétaliser. Après, il faut que tous les services parlent le même langage, puisque dans un premier temps, on nous avait opposé un service à propreté, nous avait dit oui, mais la végétalisation de la rue Saint-Benoît, on peut pas la proposer parce qu'il y a des panneaux électoraux qui sont mis sur la rue Saint-Benoît. On leur a fait remarquer à juste titre que les panneaux électoraux, ça revenait pas forcément toutes les semaines, et qu'on pouvait peut-être les mettre sans doute sur le boulevard Saint-Germain autour des arbres, comme ils sont par exemple boulevard Saint-Michel à proximité du lycée Saint-Louis, ou boulevard Raspail à proximité des bureaux, beaucoup plus loin d'ailleurs, des bureaux qui sont situés à Sion. Donc je vous propose peut-être de le retirer. Ce que je peux vous proposer, étant donné ce que vous avancez, c'est peut-être qu'on puisse retravailler sur une formulation commune pour que le conseil municipal émette le vœu qu'on étudie une rue aux écoles dans le 6e arrondissement, rue de Littré, et qu'on puisse le voter à l'unanimité. Oui, très bien. Mais vous le présenterez au prochain conseil. Présentez-le au prochain conseil d'arrondissement, qui se réunira bientôt. D'accord. Vous nous proposez quelque chose et puis comme ça on le votera tous ensemble. Voilà mes chers collègues. Madame Kiss. Oui, je veux juste rappeler quand même qu'en septembre, j'avais proposé cette idée de la rue Littré et que mon vœu n'avait pas été adopté, avec vote contre donc de votre majorité et abstention de Paris en commun, juste pour la petite histoire. Mais je suis ravie que ça se fasse finalement, voilà. Alors c'était sur la piétonisation, c'était pas tout à fait sur les rues aux écoles. C'est pas du tout la même chose. C'est pas la même chose, mais de toute façon, ça serait une rue aménagée, et je crois savoir qu'effectivement la voirie est en train de commencer à travailler sur quelque chose. On tâchera de le présenter, d'ailleurs on tâchera de présenter le projet. Après, il y a des contraintes, il y a des immeubles d'habitation, il y a des commerces. Il faut que les livraisons puissent se faire. N'oubliez pas non plus qu'il y a la coronapistes de la rue de Vaugirard qui a renvoyé le stationnement des véhicules de la protection civile dans cette rue. Donc il y a quand même des contraintes. Mais on peut peut-être qu'on peut même d'ailleurs faire une rue aux écoles avec plusieurs étapes. Puisque quand on aura l'aménagement de la rue de Vaugirard définitive dans ce tronçon-là, ça permettra peut-être ensuite de faire quelque chose de plus construit sur la rue Littré. Mais on peut peut-être aussi profiter de la cour d'école de la rue Littré pour faire des aménagements temporaires, pour bloquer la circulation à certaines heures. Enfin, il y a peut-être, si vous voulez, différents systèmes qui peuvent être utilisés dans cette petite rue, qui est une rue qui jouxte, qui est très passante, très utilisée par les enfants, très utilisée par les parents, et qui est à proximité d'une rue de Vaugirard qui est très roulante et qui, à certains côtés, est assez dangereuse. Donc, je vous propose que vous retricotiez un vœu, que vous ferez tourner entre l'ensemble des conseillers. On regardera ça avec attention pour le prochain conseil. Et puis nous, on fera effectivement, quand on aura le projet de la rue Littré, on en discutera également. Mes chers collègues, nous avons maintenant un vœu de Monsieur Comet relatif à l'utilisation innovante des boutiques vides dans le 6e arrondissement. Voulez-vous ajouter quelque chose, Monsieur le conseiller ? Oui, merci Monsieur le maire. Je voulais d'abord saluer l'action de la mairie du 6e dans le domaine de l'activité économique. Je pense que c'est une très bonne idée d'avoir créé un conseil de la vie économique, de publier le compte rendu de ses réunions
sur le site de la mairie. Je souscris aussi pleinement à l'initiative pilotée par notre collègue Paul Maria, consistant à démarcher les espaces de coworking de l'arrondissement pour leur demander de prendre en compte l'accroissement du télétravail parmi les habitants du 6e. Et donc le vœu que je propose s'inscrit en fait dans la continuité de cette action, d'une part en demandant à être associé aux réflexions et aux réunions du Conseil de la vie économique, et d'autre part en proposant de réfléchir ensemble et de pousser ensemble vis-à-vis de la mairie de Paris des idées innovantes pour l'utilisation de certaines des boutiques qui, on le sait tous, malheureusement resteront vides une fois qu'on sera sorti des restrictions sanitaires. Alors l'arrondissement n'est pas une commune de plein exercice, ça nous le savons, et nous devons donc faire des propositions à la mairie de Paris et travailler à ce que les spécificités du 6e et du quartier latin en général soient soulignées et mises en évidence pour être réellement prises en compte. Ces spécificités, c'est une très forte densité commerciale, une des plus fortes densités commerciales de Paris. C'est le besoin de maintenir un équilibre des commerces entre ceux qui répondent aux besoins des habitants et des étudiants et ceux qui sont beaucoup plus destinés aux touristes. Et puis, c'est aussi des secteurs d'activité dont nous sommes fiers, mais qui sont extrêmement fragiles, comme les cinémas, les théâtres, les librairies, les galeries et autres commerces culturels, qui avaient une fragilité préexistante, mais qui a certainement été exacerbée par le Covid. Donc voilà, nous souhaitons que le 6e soit une force de proposition pour tester dans des boutiques vides, et éventuellement d'ailleurs dans certains hôtels qui ne réouvriront pas, des activités innovantes, temporaires ou pérennes, utiles aux habitants et facilitant les circuits courts ou l'économie circulaire et s'inscrivant dans la ville du quart d'heure. Alors moi je pense par exemple aux lieux de télétravail qui vont effectivement devenir, je pense, importants, sur lesquels on n'a pas aujourd'hui de business model, on ne sait pas très bien comment est-ce qu'on pourrait faire pour que des gens qui ont besoin de télétravailler mais qui peuvent difficilement le faire chez eux ou difficilement le faire certains jours chez eux puissent bénéficier d'espaces chez eux dans lesquels ils pourraient travailler, de cabinets médicaux, et je sais, monsieur le maire, que vous avez fait remonter un certain nombre de demandes aussi, des magasins partagés, peut-être des petits ateliers. Voilà. Donc l'idée, c'est de dire qu'effectivement, nous ne sommes pas une commune de plein exercice, mais dans le 6e, il y a un certain nombre de spécificités. Nous pouvons avoir des idées comme une commune de plein exercice et essayer de les pousser auprès de la mairie de Paris. Chers collègues, je donne la parole à Paul Maria. Monsieur le conseiller, vous soulignez la situation alarmante des commerces parisiens après un an de crise et la nécessité d'accompagner leur réouverture ou, le cas échéant malheureusement, d'accompagner l'installation de nouveaux commerces dans le 6e arrondissement. Nous prenons note de votre souhait de voir se développer les solutions innovantes pour la réorientation de certaines boutiques, ainsi que pour l'accompagnement des habitants dans les nouveaux modes de travail et de vie. La mairie du 6e arrondissement est déjà très activement engagée dans cette voie, vous l'avez cité, plusieurs initiatives, notamment l'encouragement à l'implantation de cabinets médicaux en pied d'immeuble, le soutien aux espaces temporaires ou éphémères, en lieu et place d'espaces commerciaux laissés vacants, c'est aussi quelque chose qui est très fortement soutenu par la mairie, et enfin la mise en valeur des espaces de télétravail. Et d'ailleurs, comme vous l'avez mentionné, jusqu'à la fin du mois, j'en profite pour rappeler que tous les habitants du 6e peuvent bénéficier de plusieurs journées de découverte dans les différents espaces du 6e arrondissement et ainsi gratuitement découvrir les espaces et pouvoir voir comment ils pourraient organiser leur vie en y faisant appel plus régulièrement. La mairie du 6e relaie les initiatives de la ville, bien sûr, de la région et des institutions consulaires qui se mobilisent en faveur de la relance. À titre personnel, j'ai participé la semaine dernière à une réunion de la CCI Île-de-France qui était consacrée à la lutte contre la vacance commerciale. Soyez assurés que notre mobilisation sur cette thématique est totale. Nous attendons également que la CEMAEST, bras armé de la mairie de Paris en matière d'activité commerciale, amplifie son action et pour ce faire se voit dotée de moyens financiers suffisants par la ville de Paris. S'agissant du Conseil de la vie économique, nous pourrons discuter à l'issue du Conseil de la manière de mieux vous associer à ces réunions si vous le souhaitez. Le reste de vos messages n'étant pas spécifique, hélas, à la situation du 6e arrondissement, du moins nous semble-t-il, je vous propose de retirer votre vœu et éventuellement de demander à votre groupe de le soumettre pour l'ensemble des arrondissements au Conseil de Paris.
qu'est-ce que je vous redonne la parole si vous souhaitez le maintenir ou comme vous le souhaitez. Moi, j'ai essayé d'expliquer, mais visiblement, je n'ai pas été assez clair, que le vœu visait à insister ou permettre d'insister vis-à-vis de la mairie de Paris sur les spécificités qu'on trouve dans le 6e. Spécificités tant au niveau de la population qu'au niveau du nombre de boutiques, qu'au niveau du nombre de boutiques qui malheureusement ne réouvriront plus, et puis de cet équilibre entre ce qui est nécessaire pour les habitants et ce qui est plus destiné aux touristes. Bon, si vous pensez qu'on ne peut pas avoir d'idées spécifiques au 6e et qu'il faut tout demander à la mairie de Paris, très bien, hein, dans ce cas-là... Collègue, vous avez tout à fait raison d'avoir des idées. Moi, je vous remercie et je pense qu'on a effectivement, on peut tout à fait travailler ensemble sur un certain nombre de choses. Mais vous voyez, j'ai un exemple très précis. Là, j'ai soumis à la ville de Paris deux sujets. Il y a un cabinet de radiologie qui a changé de main, qui est au 80 rue de Rennes, qui est en étage. La boutique est allouée en rez-de-chaussée. J'ai attiré l'attention de deux, il y a deux directions concernées. Il y a la DLH pour le changement d'usage et il y a la DU. La DLH m'a dit oui, pour moi c'est possible, mais malheureusement on se heurte, si vous voulez, quand je dis on se heurte à la DU, on se heurte à la réglementation. Et actuellement, si vous voulez, la rue de Rennes est considérée comme une rue à dominante commerciale. Et le fait de faire un lieu, ça serait simplement d'utiliser la boutique comme lieu d'accueil, comme lieu de rendez-vous, comme lieu de prise de rendez-vous, par le cabinet de radiologie qui est au-dessus. Et aujourd'hui, malheureusement, ça ne le permet pas. Alors, je suis par définition assez entêté, et je pense que c'est effectivement une utilisation qui est bonne. Le futur PLU le permettra sans doute, mais d'ores et déjà, la question se pose. Vous voyez, donc on est sur des choses très très pratiques. On est sur des choses très pratiques. Donc, c'est pour ça que si vous pouvez, moi je serais ravi qu'au niveau puisque votre groupe détient la majorité, qu'effectivement vous poussiez auprès d'Emmanuel Grégoire, qui est adjoint chargé de l'urbanisme, pour qu'on puisse effectivement très pratiquement maintenant, sur des sujets comme ça, j'ai cité, je vous dis, c'est le 80 rue de Rennes. Et au 90 rue de Rennes, ce même cabinet de radiologie est preneur d'une surface commerciale qui a été utilisée pendant 2 ans, où il y a eu 3 changements d'enseigne successifs pour un supermarché. Il est preneur également. Mais là aussi, on se heurte à une difficulté de changement, si vous voulez, de réglementation administrative quant au changement d'usage. C'est ça. Et même la CMAS, moi je suis prêt à ce que la CMAS, je siège au conseil d'administration de la CMAS, mais je veux pas, elle a beaucoup de choses à faire, la CMAS, je veux pas uniquement. CMAS peut aussi, dans un certain nombre de cas, effectivement, proposer des commerces temporaires comme ça existe dans Paris. Mais tout ça, ça nécessite du travail, des engagements et éventuellement des changements de réglementation. Donc vous voyez, très pratiquement, donc je vous donne ces 2 exemples, 80 rue de Rennes et 90 rue de Rennes. Si vous pouvez nous aider, vous êtes le bienvenu. Et je ne suis pas actionnaire du centre de radiologie, mais un centre de radiologie, ça peut, dans certains cas, servir. Mais comme vous le souhaitez, hein. Bon, nous maintenons le vœu. Merci. Donc, nous passons. Madame Kiss, oui, vous voulez intervenir? Oui, je voulais juste revenir sur la partie du vœu. Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Sur la partie de vœu qui demande à ce qu'un membre ou une membre de l'opposition donc fasse partie du Conseil de la vie économique de l'arrondissement, enfin participe aux séances. Je préférerais que ça soit élargi en fait à tous les membres du Conseil d'arrondissement qui veulent y participer. Et c'est mon cas, et pas forcément en tant que représentante officielle de l'opposition, mais juste en tant que conseillère d'arrondissement intéressée par la vie économique de mon arrondissement. Voilà, c'est tout. C'est noté, c'est noté. Et Paul Maria, on réfléchira avec Paul Maria de faire passer éventuellement l'information de la prochaine. C'est le Conseil de vie économique, ça se réunit 3
3 fois par an, si vous voulez. Hein. Donc c'est pas. Après, il n'y a jamais de bonne date et de bonne heure, mais effectivement, on essaiera de faire passer à l'ensemble des membres du Conseil qui le souhaitent effectivement cette information. Mais c'est très pratico-pratique. Hein. C'est très pratico-pratique, c'est-à-dire chacun intervient quand il le veut pour essayer de faire avancer le schmilblick, comme dirait un ancien animateur de télévision bien connu, malheureusement aujourd'hui disparu. Je vous propose de voter donc sur le vœu de Monsieur Comet. Qui ne prend pas part au vote? Qui s'abstient? Qui vote contre? Qui vote pour? Je vous remercie. Le vœu n'est pas adopté. Nous avions une question orale de Madame Hervieux. Vous avez posé une question orale. Je vous donne la réponse et je vous remercie d'ailleurs d'avoir posé cette question orale qui est excellente dans la mesure où je souhaitais vous rappeler que l'ADIL, l'Association d'information pour le logement, bénéficie depuis de nombreuses années d'un bureau au 4e étage de la mairie du 6e arrondissement et assurait des permanences sur rendez-vous jusqu'à la crise sanitaire afin de venir donner des conseils aux habitants du 6e ayant des problèmes de logement, qu'il s'agisse des problèmes de baux ou des questions relatives à l'acquisition, à des départs, à des congés, etc. Monsieur Gauthier Caron-Thibault, qui est le président de la DIL 75, qui est conseiller de Paris, m'a effectivement proposé que la mairie du 6e organise avec la DIL, 2 webinaires, proposition à laquelle j'ai répondu favorablement très tôt, dès le 13 mars. Et au début du mois d'avril, je lui ai indiqué, ainsi qu'à Madame Hélène Le Gall, la directrice, que j'étais favorable à ce que la DIL prenne contact avec les habitants du 6e souhaitant participer à ces webinaires. Julia Boichard a relancé Madame Le Gall le mardi 10 mai à cette fin. Elle a un rendez-vous téléphonique, je crois, dans les tout prochains jours. Et bien évidemment, c'est à la DIL. Moi, je ne souhaite pas participer, je ne suis pas spécialiste des problèmes immobiliers et des problèmes de réglementation, et fais toute confiance à ce que les spécialistes de la DIL puissent répondre. Et si vous avez effectivement des personnes, des habitants du 6e qui souhaitent y participer, ça sera bien volontiers que vous pourrez tout d'abord effectivement vous adresser à la DIL pour leur proposer ces personnes, et nous pourrons éventuellement relayer. Donc je pense que ça devrait pouvoir être organisé très rapidement, mais c'est à la DIL en quelque sorte de prendre, de nous faire des propositions, puisque ces webinaires par définition peuvent accueillir un certain nombre de personnes, et que je crois qu'il y a à peu près, si j'ai bien compris, il y a à peu près une trentaine de personnes qui seraient intéressées dans le 6e arrondissement. Voilà ce que je pouvais vous dire en réponse à votre question orale, ce qui peut être porté donc à la connaissance du conseil d'arrondissement, en souhaitant bien évidemment peut-être que ces permanences puissent reprendre dès le courant du mois de septembre. Ces permanences qui ont lieu en général, d'ailleurs si je ne fais pas d'erreur, dans la salle dite des permanences, c'est-à-dire dans la salle qui est située au rez-de-chaussée de la mairie, donc pleinement accessible. Merci beaucoup pour votre réponse, Monsieur le maire. Donc, en effet, la DIL est un organisme qui donne des conseils gratuits aux locataires sur toutes des questions qui peuvent concerner les habitants, locataires ou propriétaires sur la situation du logement. Et en effet, la DIL propose aux mairies d'arrondissement l'organisation de 2 sessions gratuites qui peuvent rassembler jusqu'à 30 personnes. Donc, je vous remercie en effet d'avoir répondu à cette sollicitation et de l'avoir acceptée. Cependant, il serait bien que la mairie du 6e soit peut-être un petit peu plus proactive, comme ont pu l'être d'autres mairies, pour informer les habitants sur cette possibilité. Bien sûr, nous, en tant que conseillers municipaux, nous pouvons relayer auprès des habitants que nous connaissons avoir des questions ou des problématiques sur le logement, mais peut-être que la mairie du 6e pourrait envoyer une communication à l'attention des différents habitants du 6e pour leur dire, voilà, il peut y avoir ce webinaire. Ce webinaire, il aura lieu à telle date. Vous pourrez bénéficier de conseils gratuits sur votre situation locative si vous êtes en difficulté ou autre. Plutôt, parce que si on demande à la DIL d'aller contacter elle-même les habitants, c'est plus compliqué. La DIL n'a pas forcément de visibilité. Et donc, peut-être si on formulait et on prévoyait des dates. Oui, on se rejoint. On va demander à Madame Le Gall de nous proposer des webinaires et on diffusera l'information effectivement sur le site de la mairie du 6e. Voilà, en espérant ensuite que les permanences puissent reprendre, je l'espère, dès le mois de septembre.
et en espérant qu'il n'y ait pas une quatrième vague, mais ça c'est une autre histoire. Mesdames et messieurs les conseillers, nous arrivons donc au terme de notre conseil. Avez-vous des affaires diverses à évoquer, étant donné que vous avez sur table les documents sur l'exécution 2020 des opérations localisées qui étaient inscrites au budget d'investissement de la ville de Paris et qui concernaient le 6e arrondissement, et étant entendu que nous nous retrouverons le mardi 22 juin. Alors, on a marqué à 18h, mais ça sera peut-être un petit peu plus tard, puisque le couvre-feu aura été prorogé jusqu'à 21h, entre-temps. Voire davantage, peut-être. Monsieur Comet. Oui, merci Monsieur le maire. Dans le cadre des questions diverses, je voudrais revenir sur les ateliers de la Grande Chaumière. Parce que le 15 décembre, le site de la mairie du 6e annonçait qu'une analyse approfondie des experts avait révélé un risque d'effondrement imminent, la charpente et les poteaux s'étant désolidarisés par endroits, contraignant à la réalisation d'un étaiement d'urgence et une exposition anormale au risque d'incendie. Il s'avérait par conséquent indispensable de procéder à la sécurisation des lieux, à la fermeture des ateliers qui s'imposait jusqu'à ce que les travaux soient menés. Le 19 janvier, nous avons voté à l'unanimité un vœu demandant de soutenir la relocalisation des activités, demandant une présentation le plus rapidement possible du projet de réinvention culturelle et artistique que voulait mener le propriétaire, et puis, si possible, l'inscription au titre des monuments historiques des ateliers de l'Académie de la Grande Chaumière. Aujourd'hui, c'est-à-dire 5 mois plus tard, la direction de l'urbanisme n'a aucune trace de quelque demande ou dossier d'urbanisme qui ait pu être déposé. Le propriétaire n'a donc rien fait pour activer le début des travaux. Le site web de la Grande Chaumière annonce que les ateliers à distance reprennent en vidéo le 18 mai et en public à partir du samedi 22 mai. Donc, on va refaire des modèles et recevoir du public dans les ateliers de la Grande Chaumière. Quant aux responsables que j'ai pu croiser de la Grande Chaumière, ils ne sont pas au courant de travaux qui nécessiteraient la fermeture des ateliers et ils préparent la rentrée de l'année 2021-2022. Je demande donc que la mairie du 6e fasse le nécessaire pour comprendre ce qu'il se passe réellement afin de pouvoir prendre ou faire prendre les mesures exigées par l'état des lieux. Oui, écoutez, vous me donnez des éléments d'information, vous m'informez d'éléments qui n'étaient pas portés à ma connaissance, mais tout à l'heure j'étais dans une stratégie inverse sur une autre partie du 6e. Moi, j'en suis resté effectivement au dernier développement. Je crois qu'en réalité, tout ça est lié au fait qu'il y a un dialogue intermittent entre le propriétaire des lieux et les associations utilisatrices. Après, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a quand même la nécessité de faire des travaux, qu'il y a une architecte bien connue de la mairie de Paris qui était mandatée par le propriétaire, qui est en train de déposer des permis de construire, et que deuxièmement, j'ai branché cette personne et le frère du propriétaire, car c'est le frère du propriétaire maintenant, Monsieur Garez, son frère qui réside à Paris, qui avec cet architecte est chargé du projet artistique futur. Donc j'ai branché ces personnes avec le cabinet de Madame Roland pour que justement il y ait un dialogue sur la période intérimaire qui finira bien par s'ouvrir, période pendant laquelle des travaux auront lieu, sans doute sur une durée assez étendue, et l'objectif étant de relocaliser une partie, voire la totalité des ateliers au 80 boulevard du Montparnasse, dans les ateliers Beaux-Arts de la mairie de Paris, que la mairie de Paris a, à proximité immédiate de la rue de la Grande Chaumière. Après, sur le dernier point, le classement, alors la direction de l'urbanisme, c'est la DRAC qui est concernée avant tout, c'est la Direction régionale des affaires culturelles, c'est le service de l'État, qui a bien un dossier d'inscription à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, mais ce dossier qui avait été documenté et qui avait donné lieu à en quelque sorte un avis favorable de la DRAC reste à compléter.
par un certain nombre d'éléments. Il doit y avoir aussi un dialogue. Il y a un dialogue pas compétitif, mais qui doit s'instaurer, qui s'est instauré entre le propriétaire des lieux et la DRAC pour que, voir l'ampleur de l'inscription, il ne faut pas non plus que l'inscription gêne les travaux et gêne aussi une évolution du lieu qui serait néfaste, parce qu'on sait très bien que quelquefois, lorsque ces ateliers sont dans leur jus depuis un siècle, ils ont vu passer beaucoup d'artistes. On sait que lorsqu'il y a demande de permis de construire, quelquefois, il y a des demandes excessivement fortes qui sont formulées. Il ne faudrait pas que les demandes sur le plan de la sécurité, bien nécessaire, induisent une modification de l'utilisation de cet atelier. Donc, si vous voulez, c'est une gymnastique assez complexe qui doit être mise en œuvre. Tout ça dans le contexte que vous connaissez où les visites n'étaient pas faciles. Mais moi, j'ai bon espoir qu'on arrive à une solution satisfaisante pour tout le monde. Satisfaisante pour tout le monde. Mais c'est vrai que ça reste un dossier complexe avec plusieurs intervenants. Tout ça effectivement avec la puissance publique intervient au niveau du classement et la mairie de Paris peut intervenir au niveau de la relocalisation des activités. Moi, je suis tout à fait prêt à participer à toute réunion et je propose peut-être de reprendre contact effectivement avec les différents intervenants à la veille de l'été pour qu'on fasse un point sur ce dossier et notamment sur l'instruction des permis de construire. Voilà, mon cher collègue, en vous remerciant effectivement de cette mine d'informations que vous nous avez donnée. S'il n'y a plus rien, je vous propose de lever la séance en vous remerciant de votre participation active et en vous donnant bientôt rendez-vous.